Bonjour, esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons nous confronter à un géant. Un nom que tout le monde pense connaître, mais que peu ont réellement exploré en profondeur. Nous parlons d'Adam Smith. Un homme dont l'ombre plane sur chaque marché, chaque politique économique et, de fait, sur notre mode de vie moderne. Quand on entend Adam Smith, on pense capitalisme, cupidité, intérêt personnel. On pense à une main invisible qui, comme par magie, résout tout. Mais et si je vous disais que c'est une caricature dangereuse? Et si le véritable Smith était avant tout un profond philosophe moral plus préoccupé par l'éthique que par la richesse? La grande question de cet essai est: qui était réellement Adam Smith? Pour trouver la réponse, nous devons séparer l'homme du mythe. Nous allons déconstruire les idées qui ont fondé l'économie moderne, mais nous allons aussi sauver la partie que le monde a décidé d'oublier. Préparez-vous, car ce voyage va changer notre vision du présent. Comprendre Smith n'est pas un exercice académique poussiéreux. C'est comprendre la racine du système dans lequel nous vivons. C'est se demander si l'intérêt personnel est la même chose que l'égoïsme. C'est remettre en question la capacité des marchés à fonctionner réellement, sans fondement moral. Ce que nous découvrirons nous affecte directement, ici et maintenant. Alors, prenez votre café, installez-vous confortablement. Nous allons voyager dans l'Écosse du XVIIIe siècle, au cœur des Lumières, pour rencontrer le véritable Adam Smith. Et je vous promets qu'à la fin, vous ne verrez plus un simple échange commercial de la même manière. Commençons cette analyse approfondie. Avant de plonger, un bref commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que votre imagination s'envole avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre la richesse des nations, il faut d'abord comprendre l'homme. Adam Smith est né en 1723 à Kirkcaldy, une petite ville côtière d'Écosse. Son père est décédé avant sa naissance. Il a été élevé par sa mère et leur relation a été fondamentale tout au long de sa vie. Ce début humble a forgé un observateur aiguisé de la vie quotidienne. Il a vécu à une époque d'effervescence intellectuelle, les Lumières écossaises. Smith n'était pas seul. Il était un ami proche du grand philosophe David Hume. Il côtoyait des penseurs comme Francis Hutcheson. Ce n'était pas un économiste dans une tour d'ivoire, c'était un philosophe au centre d'un véritable tremblement de terre d'idées qui changeait le monde. Smith était un universitaire. Il a étudié à Glasgow puis à Oxford où, curieusement, il a été déçu par la qualité de l'enseignement. C'était un homme de livres, un intellectuel pur, mais aussi un observateur incroyablement aiguisé de la nature humaine et de la rue, du marché, du port. Il a vu comment les gens se comportaient réellement. Sa biographie intellectuelle est essentielle. Avant d'être le père de l'économie, il a été professeur de logique et, plus important encore, professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow. Sa première chaire a défini sa vision du monde. L'économie, pour lui, n'a jamais été séparée de l'éthique, de la psychologie et de la justice. Il fut le tuteur du jeune duc de Buccleuch, ce qui le mena à un long voyage à travers l'Europe, notamment en France. Il y rencontra les grands penseurs des Lumières françaises, comme Voltaire, et les physiocrates, comme Quesnay. Ce voyage fut son travail de terrain économique, observant différents systèmes et affûtant ses idées. Ce contexte est vital. Smith n'a pas écrit dans le vide, il a écrit et contre un système dominant. Le système qui régnait en Europe était le mercantilisme. L'idée selon laquelle la richesse d'une nation se mesurait à la quantité d'or et d'argent qu'elle accumulait. Pour être riche, il fallait exporter beaucoup et importer peu. Le commerce était perçu comme un jeu à somme nulle. Le mercantilisme promouvait les monopoles, des tarifs douaniers exorbitants et une intervention constante du gouvernement dans l'économie. L'État disait aux gens quoi produire, à qui vendre et ce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Smith a vu cela et a pensé que c'était inefficace, injuste et surtout que cela reposait sur une idée erronée de ce qu'est la richesse. De plus, il assistait à l'aube de la révolution industrielle. Il voyait de nouvelles machines, de nouvelles façons d'organiser le travail dans les ateliers et les petites usines. Il voyait comment la productivité commençait à décoller. Son esprit brillant a fait le lien. Il a vu que quelque chose de nouveau était en train de naître et avait besoin d'une théorie pour l'expliquer. Ainsi, quand Smith s'est assis pour écrire, il avait deux objectifs. Premièrement, démolir l'ancienne théorie mercantiliste. Deuxièmement, offrir une nouvelle vision de ce qu'est la richesse et comment elle est créée. Et sa réponse n'est pas l'or. La richesse d'une nation, pour Smith, est le flux annuel de biens et services qu'elle produit. Une idée révolutionnaire. Maintenant que nous comprenons l'homme et son époque, nous sommes prêts à aborder sa première grande œuvre. Et non, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Avant la richesse, Smith a voulu comprendre la morale. Nous allons nous plonger dans le livre qui, pour beaucoup, est son chef-d'œuvre oublié. Bien avant d'être économiste, Smith fut philosophe et sa première grande œuvre, publiée en 1759, ne portait pas sur l'argent. Ce fut la théorie des sentiments moraux.
Ce livre est la clé perdue pour comprendre toute sa pensée. Pour Smith, la morale ne vient ni de Dieu, ni de la raison pure, mais de notre nature sociale. Le livre pose la question: comment pouvons-nous être des créatures si intéressées par nous-mêmes et en même temps capables de vertu, de générosité et de justice? Smith n'y voit aucune contradiction. Il commence par un fait simple de la nature humaine, quelque chose que nous expérimentons tous. Il l'appelle la sympathie. Le concept central de ce livre est la sympathie, que nous appellerions aujourd'hui empathie. Smith soutient que nous sommes des êtres intrinsèquement sociaux. Nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir quelque chose de ce que ressentent les autres. Nous nous imaginons à leur place. Ce fait de se mettre à la place de l'autre est, pour Smith, le ciment qui unit la société. Smith dit que nous désirons deux choses, être aimés et être aimables, dignes d'être aimés. Nous ne voulons pas seulement que les gens nous applaudissent, nous voulons mériter cet applaudissement. Nous recherchons l'approbation des autres et cela nous pousse à modérer nos actions. Nous apprenons à contrôler notre égoïsme parce que nous voulons nous intégrer au groupe. Mais comment savons-nous si notre comportement est réellement aimable ou digne d'approbation? Smith introduit ici un outil psychologique brillant, le spectateur impartial. Il dit que, pour nous juger nous-mêmes, nous nous divisons en deux, le moi qui agit et un spectateur interne qui juge cette action. Ce spectateur impartial est notre conscience. C'est une version internalisée de la société. Avant d'agir, nous nous demandons: que penserait un observateur juste et bien informé de cela? Ce mécanisme, développé grâce à la sympathie, est ce qui nous permet de créer des règles morales et de vivre ensemble sans nous entretuer. Pensez-y, Smith décrit en 1759 comment la moralité est un produit social. Elle émerge de l'interaction humaine. Elle n'est pas imposée d'en haut, mais construite d'en bas, à travers des millions d'interactions quotidiennes où nous utilisons la sympathie et consultons notre spectateur impartial. L'éthique est un phénomène émergent. C'est fondamental. L'être humain d'Adam Smith n'est pas un atome égoïste. C'est un être profondément social, dont l'identité et la moralité dépendent entièrement des autres. Nous avons besoin des autres pour savoir qui nous sommes. Le « je » se construit dans le « nous ». Et la vertu pour Smith n'est pas un grand sacrifice. La vertu est la prudence, la justice et la bienveillance. C'est le comportement que le spectateur impartial approuverait. C'est le juste milieu. C'est être un membre fiable et décent de la communauté. C'est la base de la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de société. Alors, pourquoi avons-nous oublié cet Adam Smith? Parce qu'il est plus facile de prendre sa deuxième œuvre et de la simplifier. Mais c'est la grande tragédie. La richesse des nations n'a pas de sens sans la théorie des sentiments moraux. Le marché que Smith décrit ne fonctionne que parce qu'il suppose que les participants sont ces êtres moraux. Le capitaliste de Smith n'est pas un psychopathe cupide. C'est une personne qui a internalisé le spectateur impartial. C'est quelqu'un qui comprend que, pour réussir à long terme, il a besoin d'une réputation de justice et de confiance. Le boulanger ne vous empoisonne pas seulement par crainte de la loi, mais par respect de la morale sociale. Cette base morale est le sol sur lequel se construit tout le système économique de Smith. Retirer cette base, comme cela fut fait au XXe siècle, c'est construire un gratte-ciel sans fondation. C'est une distorsion totale de sa pensée. L'homo economicus rationnel et égoïste est une invention postérieure. Ce n'est pas la créature d'Adam Smith. Smith était un réaliste. Il savait que les gens n'étaient pas parfaits. Il connaissait l'égoïsme et la vanité. Mais son système moral de sympathie et le spectateur impartial est la manière dont la société, naturellement, gère et canalise ses passions. Il ne les élimine pas, mais les peaufine, les rend socialement utiles. Gardez cette idée en tête. L'être humain est social et moral avant d'entrer sur le marché. Maintenant, avec cette base solide, avançons de 17 ans dans le futur, en 1776. L'œuvre qui allait changer le monde pour toujours, la richesse des nations. Comme nous l'avons mentionné, Smith écrit dans un monde dominé par le mercantilisme qui voyait la richesse comme de l'or et le commerce comme une guerre. Smith entreprend de démolir cette idée. La richesse des nations est en essence un argument de 900 pages en faveur de la liberté économique et du libre-échange. Le titre complet est « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». La question est « Qu'est-ce qui rend un pays riche et un autre pauvre ?» La réponse de Smith n'est pas son or, ni son gouvernement, ni son armée. La réponse pour Smith, c'est sa productivité. Sa capacité à produire plus de biens et services par personne. Et d'où vient cette productivité? Nous arrivons ici au cœur de son analyse économique. Elle ne vient pas de la régulation gouvernementale. Elle ne vient pas de la générosité. Elle vient d'un principe simple qu'il observe dans le travail quotidien. Le premier chapitre du livre le montre clairement. Avançons en 1776, l'année de la Révolution américaine et de la publication de son œuvre majeure, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations.
Le livre s'ouvre sur un concept qui semble simple mais qui est révolutionnaire, la division du travail. Et il nous donne un exemple qui est ce qui est passé à la postérité, la manufacture d'épingles. Smith observe qu'un travailleur seul, sans formation, pourrait à peine fabriquer une épingle par jour. Mais si le travail est divisé en 18 opérations distinctes, où un homme étire le fil, un autre le redresse, un autre le coupe et ainsi de suite, 10 hommes pourraient produire 48 000 épingles par jour. Pourquoi cette augmentation exponentielle de la productivité? Smith donne 3 raisons. Premièrement, la spécialisation. Le travailleur qui ne fait qu'une seule chose devient incroyablement habile. Deuxièmement, l'économie de temps. On ne perd pas de temps à passer d'une tâche à l'autre. Troisièmement, l'innovation. Le travailleur concentré sur une seule tâche est plus susceptible d'inventer des machines qui la facilitent. La division du travail est le moteur de la croissance économique. C'est ce qui permet à une société de produire un surplus massif de biens. Et ce surplus, pour Smith, est la véritable richesse des nations. Ce n'est pas l'or du roi, c'est la capacité des gens ordinaires à accéder à plus de biens et services. Mais la division du travail a une limite. Elle dépend de la taille du marché. Dans un petit village, on ne peut pas être seulement fabricant d'épingles, car il n'y a pas assez de demande. Il faut être forgeron, charpentier et dentiste. Ce n'est que dans une grande ville ou avec un accès au commerce international que l'on peut se spécialiser. C'est pourquoi Smith est un si ardent défenseur du libre-échange. Le libre-échange étant le marché à la taille du monde. Il permet à l'Écosse de se spécialiser dans ce qu'elle fait bien et de l'échanger contre le vin que la France fait bien. Les deux nations en bénéficient. Le commerce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme positive. Cette idée, aujourd'hui si courante, était une bombe en 1776. Elle attaquait directement le mercantilisme qui voulait restreindre le commerce. Smith dit non, laissez les gens commercer librement, laissez le marché s'étendre. C'est cela et non la régulation qui apportera la prospérité. C'est un argument en faveur de la liberté. Mais ici, Smith, le philosophe moral, réapparaît. Il n'était pas un fanatique aveugle de la division du travail. Dans le livre 5 de La richesse des nations, il met en garde contre son côté obscur. Il avertit que l'homme qui passe sa vie entière à faire une seule opération simple devient aussi stupide et ignorant qu'une créature humaine peut l'être. C'est l'aliénation. Smith l'a vu venir. Le travailleur s'abrutit mentalement, perd la capacité d'exercer son jugement, devient moins capable d'être un bon citoyen. C'est une critique dévastatrice et elle vient du père du capitalisme. Et quelle est sa solution à ce problème? Ce n'est pas d'abolir la division du travail, car cela nous ramènerait à la pauvreté. Sa solution est l'éducation publique. Smith fut l'un des premiers et des plus fervents défenseurs du fait que l'État fournisse de petites écoles dans chaque paroisse afin que les gens ordinaires apprennent à lire, écrire et compter. L'éducation était l'antidote contre les effets abrutissants de la spécialisation. C'était la manière d'assurer que, même dans une société industrielle, les citoyens conservent leur acuité mentale, leur dignité humaine et leur capacité morale. L'économie, une fois de plus, était au service de la morale. Bien, nous avons la division du travail comme moteur de la richesse. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à participer à ce système? Qu'est-ce qui motive le boulanger, le boucher et le brasseur à nous donner notre dîner? Nous arrivons ici à un autre concept fondamental, l'intérêt personnel. C'est ici qu'il est le plus mal interprété. Smith dit, dans l'une de ses phrases les plus célèbres, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur égard pour leur propre intérêt. » Beaucoup de gens lisent cela et s'écrient « cupidité, égoïsme », mais ils passent complètement à côté de l'essentiel. Smith ne dit pas que le boulanger est un être cupide et malfaisant. Il fait une observation psychologique bien plus profonde, qui se connecte directement à sa théorie des sentiments moraux. Le propos de Smith est que nous ne pouvons pas dépendre de la bienveillance d'étrangers pour survivre. Dans un petit village, on peut connaître tout le monde, mais dans une grande ville, on a affaire à des centaines de personnes. On ne peut pas s'attendre à ce que le boulanger vous donne du pain par pure amitié. Il a sa propre famille à nourrir. L'intérêt personnel dont parle Smith n'est pas la cupidité. C'est plutôt le désir d'améliorer sa propre vie, le désir d'être respecté, le désir de prendre soin des siens. C'est la même motivation qui, dans son premier livre, nous pousse à chercher à être aimable et digne de respect. C'est l'amour-propre, non l'égoïsme. La phrase complète le clarifie. Il dit « Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur amour-propre, et nous ne leur parlons jamais de nos besoins, mais de leurs avantages. » L'échange marchand est un acte de persuasion. C'est un acte social. C'est faire appel à la sympathie de l'autre. Si tu me donnes le pain qui te reste, je te donnerai l'argent dont tu as besoin. C'est la reconnaissance que la meilleure façon d'obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. C'est un système basé sur le consentement mutuel et le bénéfice mutuel. Dans le système de Smith,
la seule façon de s'enrichir légitimement est de servir les autres. Il faut produire quelque chose que les gens valorisent volontairement. Ainsi, l'intérêt personnel de Smith est complètement intégré à sa sympathie. Un entrepreneur à succès est celui qui a suffisamment de sympathie pour imaginer ce que les clients désirent avant même qu'ils ne le sachent. C'est un acte d'empathie commerciale. L'intérêt personnel, loin d'être amoral, est canalisé par le système moral et social. Et maintenant, nous arrivons au concept le plus célèbre et le plus déformé de tous, la main invisible. Il est crucial de comprendre ceci. Smith n'utilise cette expression que 3 fois dans toute son œuvre. Une fois dans La richesse des nations, ce n'était pas le pilier central de sa théorie, mais une métaphore puissante pour décrire un résultat non intentionnel. Les gens croient souvent que la main invisible signifie que les marchés s'autorégulent ou que la cupidité est bonne. Cela ne signifie rien de tout cela. C'est une description de la façon dont les actions individuelles, motivées par l'intérêt personnel, peuvent mener à un ordre social bénéfique que personne n'a planifié ni recherché intentionnellement. C'est un concept sur l'ordre spontané. C'est comme le langage. Personne n'a inventé la langue française. Elle a évolué. Elle s'est développée à partir de millions de personnes essayant de communiquer. De la même manière, le marché pour Smith est un ordre qui émerge. Il n'est pas conçu par un roi ou un planificateur central. Le contexte spécifique où il utilise la phrase concerne l'investissement. Smith dit qu'un entrepreneur, par peur des risques à l'étranger, préférera investir son capital dans son propre pays, dans l'industrie domestique. Il le fait pour augmenter sa propre sécurité et son profit, non pour aider son pays. Mais en agissant ainsi, en investissant localement sans le vouloir, il maximise la production de sa propre nation. Smith écrit « En poursuivant son propre intérêt, l'entrepreneur promeut souvent celui de la société plus efficacement que s'il avait réellement l'intention de le promouvoir. C'est cela la main invisible. C'est une métaphore pour les résultats positifs, non intentionnels de l'action humaine. Ce n'est pas une divinité mystique du marché. C'est une observation sur la complexité sociale. C'est une leçon d'humilité face au planificateur central qui croit pouvoir tout concevoir. Smith, en fait, se méfiait profondément des gens qui prétendaient commercer pour le bien public. Il préférait l'entrepreneur honnête qui admettait rechercher son propre intérêt, mais qui le faisait en servant les autres. C'était plus prévisible et paradoxalement plus bénéfique pour la société. La main invisible n'est pas une garantie. Cela ne signifie pas que tout intérêt personnel mène au bien commun. Smith était rempli d'exemples montrant comment les entrepreneurs conspirent pour augmenter les prix ou tromper le public. La main invisible ne fonctionne que sous des conditions spécifiques. Et ces conditions sont cruciales. Quelles sont ces conditions? La concurrence. La main invisible ne fonctionne que s'il y a concurrence. S'il y a un monopole, l'intérêt personnel du monopoliste, faire payer des prix exorbitants, elle ne bénéficie pas au public. C'est pourquoi Smith détestait les monopoles, surtout ceux qui étaient accordés par le gouvernement. L'autre condition est la justice. Le système ne fonctionne que s'il y a un état de droit, si les contrats sont respectés, s'il n'y a ni vol ni fraude. C'est ici que nous réintroduisons l'État, car, contrairement au mythe, Adam Smith n'était pas un anarchiste. Il ne croyait pas à un laisser-faire absolu. Le terme laisser-faire, qui signifie laisser faire, est associé à Smith, mais il l'utilise avec beaucoup de prudence. Le mythe moderne le dépeint comme quelqu'un qui voulait éliminer le gouvernement complètement. C'est radicalement faux. Le philosophe moral savait qu'un marché libre ne peut exister dans un vide moral ou juridique. Smith assigne au gouvernement ou au souverain 3 devoirs fondamentaux. Le premier est la défense nationale. Protéger la société de la violence et de l'invasion d'autres sociétés. Une armée professionnelle. Le deuxième devoir est l'administration de la justice. Protéger chaque membre de la société de l'injustice et de l'oppression de tout autre membre. Cela signifie un système de tribunaux, de juges et de police. L'état de droit. Sans cela, il n'y a ni propriété ni contrat et le commerce s'effondre. Et puis vient le troisième devoir, le plus intéressant. C'est l'obligation d'ériger et de maintenir certains ouvrages publics et institutions publiques qui ne seront jamais dans l'intérêt d'un individu ou d'un petit groupe d'individus, car le bénéfice est si diffus que l'investissement ne peut être récupéré. Et qu'est-ce que Smith inclut dans cette catégorie? Des choses qui aujourd'hui nous sembleraient très sociales. Cela inclut les routes, les ponts, les canaux, les ports et, comme nous l'avons déjà vu, l'éducation publique. Smith comprenait que le marché, à lui seul, ne fournirait pas ces biens publics essentiels à la prospérité de tous. Smith était également profondément sceptique vis-à-vis du pouvoir, en particulier du pouvoir des entrepreneurs. Il a des phrases très dures à leur encontre. Il dit que les gens du même métier se rencontrent rarement, même pour se divertir, sans que la conversation ne se termine par une conspiration contre le public ou par une astuce pour faire monter les prix. Par conséquent, le système de Smith n'est pas celui d'un non-gouvernement.
C'est celui d'un gouvernement limité mais fort dans ses fonctions essentielles. Un gouvernement qui agit comme un arbitre impartial, qui fait respecter les règles du jeu, la justice, et qui fournit les biens publics que le marché ne peut pas. Un gouvernement qui protège le public des monopoles. Alors, comment se fait-il que ce penseur si complexe, nuancé et moral soit devenu le saint patron de l'égoïsme et du capitalisme sauvage? Nous entrons ici sur le terrain des distorsions. La première est ce qu'on appelle le Das Adam Smith Problem, le problème d'Adam Smith, un terme forgé en Allemagne. Ce problème suggère que le Smith de la théorie des sentiments moraux, basé sur la sympathie, est en contradiction avec le Smith de la richesse des nations, basé sur l'intérêt personnel, comme s'il avait subi un changement de personnalité. Mais comme nous l'avons vu, c'est une lecture superficielle. Il n'y a pas de contradiction. Les deux livres sont deux faces de la même médaille. Ils décrivent le même être humain dans deux contextes différents. Les sentiments moraux décrit comment nous formons notre éthique dans nos relations personnelles et sociales. La richesse des nations décrit comment nous agissons sur le marché dans la sphère impersonnelle. Nous agissons par intérêt personnel sur le marché, précisément parce que nous ne pouvons pas dépendre de la bienveillance de milliers d'étrangers. Mais cet intérêt personnel est toujours restreint par les lois de la justice et les normes morales que nous avons apprises grâce à la sympathie et au spectateur impartial. Un livre est le fondement moral de l'autre. La deuxième distorsion est la simplification de la main invisible. Au XXe siècle, des économistes de l'école de Chicago et des politiciens ont pris cette métaphore et l'ont transformée en dogme. Ils l'ont utilisée pour argumenter que toute intervention du gouvernement sur le marché est mauvaise, que les marchés sont parfaits et doivent toujours être laissés libres. C'est une caricature. Smith lui-même, comme nous l'avons vu, défendait l'éducation publique, la régulation bancaire, oui, il l'a fait, et la fourniture d'infrastructures. Il se méfiait des entrepreneurs et détestait les monopoles. Utiliser Smith pour défendre les monopoles ou le capitalisme de copinage est une trahison de sa pensée. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Nous avons déconstruit le mythe d'Adam Smith. Nous avons vu qu'il n'était pas le grand prêtre de la cupidité, mais un profond philosophe moral qui tentait de comprendre comment la société peut prospérer dans un monde commercial. Nous avons découvert que son système repose sur la sympathie et le spectateur impartial, créant des êtres moraux. Nous avons vu que la division du travail crée de la richesse, mais que son antidote, l'éducation publique, est nécessaire pour protéger notre humanité. Nous avons appris que l'intérêt personnel n'est pas de l'égoïsme, mais le moteur de la coopération sociale volontaire dans un monde d'étrangers. Et que la main invisible n'est pas une magie, mais une métaphore de l'ordre spontané et des résultats non intentionnels, un argument en faveur de l'humilité et contre l'arrogance du planificateur. Le véritable Adam Smith est bien plus radical, complexe et humain que la version de carton qu'on nous a vendue. C'est un penseur pour notre temps, un temps qui se débat avec la relation entre les marchés et la morale, entre l'individu et la communauté, entre la richesse et la vertu. La plus grande leçon de Smith est peut-être que l'économie ne peut être séparée de l'éthique. Un système de marché n'est durable que s'il repose sur un fondement de confiance, de justice et de vertu, cultivés en nous par notre nature sociale. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un utiliser Adam Smith pour justifier la cupidité effrénée ou un marché sans règles, vous saurez que cette personne n'a pas lu le véritable Smith, le philosophe de la sympathie, le critique des monopoles, le défenseur de l'éducation publique. Dans un monde qui a désespérément besoin d'un capitalisme plus humain, moral et durable, le meilleur point de départ n'est peut-être pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais de redécouvrir la sagesse complète et profonde du père fondateur, le véritable Adam Smith. Sa pensée n'est pas un manuel d'instruction, mais un miroir. Elle nous oblige à nous demander, avons-nous construit un système qui honore le spectateur impartial? Ou avons-nous créé un monde où l'intérêt personnel s'est complètement divorcé de la sympathie? La réponse définit notre présent. Merci sincèrement de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. J'espère que ce voyage à travers la pensée d'Adam Smith vous aura été aussi révélateur qu'il l'est pour moi. Comprendre ces géants n'est pas seulement de l'histoire, c'est comprendre les outils avec lesquels nous construisons et parfois détruisons notre présent. Si cette déconstruction d'idées vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, je vous demande, quelle idée sur Adam Smith vous a le plus marqué? Son côté moraliste ou la véritable signification de la main invisible? Laissez votre réflexion dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain voyage intellectuel.